Ce soir-là, Léa avait tout préparé pour ce dîner qui devait enfin réunir son mari et ses parents. Mais quelques mots, prononcés sans la moindre gêne dès l'ouverture de la porte, allaient tout briser. Ce qu'elle découvrirait ensuite changerait sa vie à jamais. Installez-vous confortablement, l'histoire commence maintenant. Cette histoire est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnes réelles serait purement fortuite. Léa avait passé des semaines à préparer ce dîner, choisissant chaque détail avec un soin presque douloureux, la nappe blanche repassée 3 fois, les verres à pied qu'elle n'utilisait que pour les grandes occasions, et cette angoisse sourde qui lui nouait le ventre depuis le matin, car ce n'était pas un simple repas, mais la première fois que ses parents franchiraient le seuil de cet appartement depuis son mariage avec Vincent, 8 mois plus tôt, 8 mois pendant lesquels elle avait multiplié les excuses, les reports, les prétextes fatigués pour retarder cette rencontre qu'elle redoutait sans se l'avouer complètement. Quand la sonnette retentit enfin, elle sentit son cœur s'accélérer d'une joie presque enfantine, et elle courut ouvrir, avant que Vincent n'ait le temps de reposer son verre de vin. Sur le palier se tenaient Monique et Bernard, engoncés dans leur manteau du dimanche, elle serrant contre sa poitrine une tarte aux pommes enveloppée d'un torchon à carreaux, lui tendant un bouquet de fleurs modestes achetées au marché du coin, et leurs visages s'éclairèrent en apercevant leur fille. Mais cette lumière ne dura qu'une seconde, le temps que Vincent apparaisse dans l'entrée, les toisant de haut en bas avec cette moue qu'elle connaissait trop bien et qu'elle avait toujours refusé de nommer par son vrai nom. « Léa, tu ne m'avais pas dit qu'il venait habillé comme ça » lança-t-il, sans même un bonjour, sans même laisser à Bernard le temps de tendre la main. « Vincent, s'il te plaît, » murmura-t-elle, sentant déjà la soirée se fissurer sous ses pieds. Mais il ne l'écoutait plus. Il éclata d'un rire sec, sans la moindre gêne, un rire qui résonna dans tout le couloir de l'immeuble et fit sursauter Madame Rocher, la voisine du 3e, qui sortait justement ses poubelles, et se figea sur le palier d'en face, la main encore sur la poignée de sa porte. Des vieux pauvres et sans aucune classe, lâcha-t-il en désignant Bernard et Monique d'un geste du menton, comme s'il présentait une pièce défectueuse à un client mécontent. Le silence qui suivit fut si brutal qu'il sembla avaler tous les bruits de l'immeuble. Et Léa vit son père reculer d'un demi-pas, une main cherchant instinctivement l'épaule de sa femme, tandis que Monique baissait les yeux vers la tarte qu'elle tenait toujours contre elle, comme si cet objet chaud et fragile pouvait la protéger de ce qui venait d'être dit. Bernard ouvrit la bouche, la referma, et ce silence d'un homme qui avait travaillé 30 ans d'usine sans jamais baisser la tête devant personne, fut pire que n'importe quel cri. « Vincent, ça suffit » dit Léa d'une voix qu'elle ne reconnut pas elle-même, tremblante et pourtant déterminée. « Quoi, j'ai dit quelque chose de faux » répondit-il en haussant les épaules, se tournant à moitié vers le salon comme si la conversation était déjà terminée. Madame Rocher, de l'autre côté du palier, referma doucement sa porte, mais pas assez vite pour cacher le regard qu'elle échangea avec Léa, un regard de compassion muette qui fit monter les larmes aux yeux de la jeune femme bien plus que n'importe quelle parole n'aurait pu le faire. Monique releva enfin la tête, et Léa vit dans ses yeux non pas de la colère, mais quelque chose de bien plus terrible, une résignation ancienne, comme si cette humiliation venait confirmer une peur qu'elle nourrissait depuis le premier jour, depuis le premier repas de fiançailles où Vincent avait à peine touché à son assiette. « On ne devrait pas être venu », dit doucement Bernard, posant enfin sa main sur l'épaule de sa femme, et sa voix tremblait légèrement, lui qui ne tremblait jamais. « Papa, non, attendez, s'il vous plaît » supplia Léa, se précipitant vers eux, mais Vincent l'attrapa par le poignet avec une fermeté qui la surprit. « Laisse-les partir, Léa, ils ne sont pas à leur place ici » dit-il tout bas, mais assez fort pour que Monique l'entende encore. Léa se dégagea d'un geste sec, sentant pour la première fois depuis des mois une colère pure remonter en elle. Une colère qui n'était pas dirigée contre ses parents, mais contre cet homme qu'elle avait épousé en croyant qu'il changerait, qu'il apprendrait à voir au-delà des costumes et des comptes en banque. Elle voulut dire quelque chose, n'importe quoi, un mot qui répare, mais avant qu'elle ne trouve la force, Vincent referma la porte derrière lui d'un geste sec, la laissant seule dans l'entrée face à ses parents qui reculaient déjà vers l'ascenseur, leurs silhouettes voûtées disparaissant dans la pénombre du couloir. Et elle resta là, pétrifiée, la main encore tendue vers le vide qu'ils venèrent de laisser. Léa dévala l'escalier plutôt que d'attendre l'ascenseur,
ses chaussons glissant sur les marches froides, et rattrapa ses parents alors qu'ils atteignaient à peine le hall de l'immeuble, une pluie fine s'étant mise à tomber sur la rue, cette pluie de fin de printemps qui ne mouille pas franchement mais s'infiltre partout, dans les cheveux, dans les cols de manteau, dans les silences qu'on voudrait combler sans y parvenir. Bernard tenait le bras de Monique en marchant vers leur voiture garée un peu plus loin, et Léa courut derrière eux, pieds nus dans ses chaussons trempés, appelant leur prénom d'une voix étranglée par les larmes qu'elle retenait depuis l'appartement. « Maman, papa, attendez, je vous en supplie !» dit-elle en les rattrapant enfin, posant une main sur l'épaule de sa mère. Mais Monique se raidit sous ce contact, refusant l'étreinte qu'elle lui offrait, et ce refus fit plus mal à Léa que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. « On rentre, Léa !» dit simplement Bernard, cherchant ses clés dans sa poche avec des gestes maladroits, ses mains tremblant légèrement tandis qu'il tentait d'ouvrir la portière côté conducteur. La tarte, posée sur le toit de la voiture le temps qu'il trouve ses clés, glissa et s'écrasa sur le bitume mouillé du parking, et cette image resta gravée dans l'esprit de Léa bien après que ses parents furent partis. Cette pâtisserie que sa mère avait confectionnée avec tant de soin, réduite en une bouillie de pommes et de pâtes brisées sur le sol trempé, comme un symbole trop cruel de tout ce qui venait de se briser en quelques secondes dans l'entrée de son appartement. Elle se pencha pour ramasser les débris, sentant la pluie tremper ses épaules, et l'odeur sucrée de cannelle qui montait encore du gâteau détruit la ramena brutalement à son enfance, au dimanche d'hiver dans la petite cuisine de ses parents, quand Monique préparait cette même tarte pendant que Bernard rentrait de l'usine. Fatigué mais toujours capable d'un sourire pour sa fille, ces années où l'argent manquait, mais où personne ne leur avait jamais dit qu'ils n'avaient pas de classe. « Rentre chez toi, ma chérie, tu vas prendre froid », murmura enfin Monique, sa voix cassée mais son regard évitant soigneusement celui de sa fille, et Léa comprit qu'insister davantage ne ferait qu'aggraver la blessure. Elle les regarda s'éloigner dans la voiture, les essuie-glaces balayant lentement le pare-brise, et resta plantée sous la pluie jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent au coin de la rue, avant de remonter, transi, vers l'appartement où Vincent l'attendait, affalé sur le canapé, une coupe de vin à la main, comme si rien ne venait de se produire. « Tu es trempée, tu es ridicule !» lui dit-il sans même détourner les yeux de son téléphone, et Léa sentit une vague de fatigue immense s'abattre sur elle, plus lourde encore que la colère. « Tu les as humiliés, Vincent, devant la voisine, devant tout l'immeuble, » dit-elle en refermant la porte derrière elle. « Je n'ai fait que dire la vérité, » répondit-il, haussant les épaules avec cette désinvolture qui la glaçait toujours davantage. « Tu es trop sensible, Léa, ce sont juste des mots. »« Ce ne sont pas juste des mots, ce sont mes parents, » insista-t-elle, sa voix montant malgré elle. Mais Vincent se leva déjà, agacé, prétextant un appel professionnel urgent à passer, et disparut dans son bureau en refermant la porte plus fort que nécessaire. Seule dans le salon silencieux, Léa entreprit de ranger les assiettes intactes du dîner qui n'avait jamais eu lieu, et son téléphone vibra alors, affichant le nom de Sandrine, la sœur de Vincent, qu'elle décrocha par automatisme, espérant confusément un soutien. « Il paraît que tu as fait un drame parce que Vincent a dit tout haut ce que tout le monde pense, » dit Sandrine d'emblée, sans même un bonjour, sa voix traînant cette pointe de mépris qu'elle réservait toujours à Léa. « Il faut savoir se tenir en société, ma chérie. Ce n'est pas si compliqué. » Léa raccrocha sans répondre, les mains tremblantes, et reprit son rangement mécaniquement, ouvrant par habitude le tiroir du buffet où Vincent conservait ses papiers de banque, cherchant un stylo pour noter un numéro que Monique lui avait laissé par texto. Ce fut en fouillant que ses doigts rencontrèrent une enveloppe glissée tout au fond, épaisse, cachetée, portant l'entête d'une étude notariale du centre-ville, adressée uniquement à Vincent, sans aucune mention de son propre nom. Elle qui pourtant partageait tout, ou croyait partager tout, depuis 8 mois de mariage. Elle resta là, l'enveloppe entre les mains, son cœur battant plus fort encore que pendant l'humiliation de ses parents, sentant confusément qu'elle venait de mettre la main sur quelque chose que Vincent n'avait jamais eu l'intention de lui montrer. Léa passa la nuit à retourner l'enveloppe entre ses mains sans l'ouvrir, assise sur le rebord du lit, tandis que Vincent dormait déjà, indifférent, comme si la soirée n'avait laissé sur lui aucune trace, et ce fut seulement au matin, après qu'il fut parti travailler, qu'elle se décida enfin à briser le cachet, les doigts tremblants, redoutant confusément ce qu'elle allait découvrir. Les documents à l'intérieur concernaient un appartement du 8e arrondissement, un projet d'achat déjà bien avancé, financé pour moitié par un héritage familial dont elle n'avait jamais entendu parler,
et rédigé au seul nom de Vincent, sans la moindre mention d'elle, sans même une ligne évoquant une éventuelle indivision conjugale, comme si leur mariage n'existait tout simplement pas aux yeux de ce notaire, ni aux yeux de son propre mari. Elle attendit le soir avec les documents posés bien en évidence sur la table de la cuisine, et quand Vincent rentra, accrochant sa veste avec ce geste distrait qu'elle lui connaissait, elle ne dit rien, se contentant de le regarder s'approcher de la table et découvrir l'enveloppe ouverte. « Tu as fouillé dans mes affaires », dit-il d'une voix froide, presque plus choqué par cette intrusion que par ce que contenait l'enveloppe elle-même. Je cherchais un stylo, Vincent. « Tu comptais m'en parler un jour, de cet appartement ?» demanda-t-elle, s'efforçant de garder un ton posé alors que tout en elle tremblait. « Ce ne sont pas vraiment tes affaires, » répondit-il en s'asseyant face à elle, croisant les bras avec cette assurance tranquille qui la rendait folle. « C'est un héritage de ma grand-mère, ça reste dans la famille Dessein. Ce n'est pas une question de confiance. » « La famille Dessein. »« Pas la nôtre, alors, » dit-elle lentement, sentant chaque mot se planter comme une aiguille. « Ne fais pas comme si tu ne comprenais pas, Léa. On ne mélange pas certaines choses, » articula-t-il, et son regard, en prononçant cette phrase, glissa involontairement vers la photo de mariage posée sur l'étagère, celle où Bernard et Monique souriaient timidement à côté d'eux. « Tu ne voulais pas mélanger mon nom au tien. »« C'est ça que tu es en train de me dire, » insista-t-elle, la voix un peu plus forte, et elle vit une ombre de gêne traverser le visage de Vincent, aussitôt balayé par cet agacement qui l'opposait toujours à ce qui le dérangeait vraiment. « Tu dramatises encore. C'est une question de patrimoine, pas d'amour, » répliqua-t-il, se levant pour se servir un verre d'eau, lui tournant le dos comme pour clore la conversation avant qu'elle n'aille plus loin. « Et hier soir, avec mes parents, c'était aussi une question de patrimoine ?» lança-t-elle, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne baissa pas les yeux en attendant sa réponse. Vincent ne répondit pas tout de suite, but une gorgée d'eau, puis se retourna vers elle avec une expression presque étonnée, comme s'il découvrait seulement maintenant qu'elle pouvait lui tenir tête. « Je ne vais pas m'excuser pour avoir dit la vérité, Léa. Tes parents viennent d'un monde différent du mien, et je ne vois pas pourquoi je devrais faire semblant du contraire, » dit-il enfin, sans la moindre trace de remords dans la voix. Elle resta silencieuse un long moment, sentant quelque chose se solidifier au fond d'elle, une certitude glaciale qui remplaçait peu à peu l'espoir naïf qu'elle avait nourri pendant des mois, l'espoir que Vincent finirait par voir en Bernard et Monique autre chose que leurs vêtements usés et leurs mains calleuses. Elle repensa alors à sa mère, des années plus tôt, alors que Léa venait tout juste d'emménager avec son premier petit ami à l'université, et Monique lui avait dit, en pliant du linge dans la cuisine familiale, cette phrase qu'elle n'avait jamais vraiment comprise jusqu'à ce soir précis. « Ne dépends jamais totalement de quelqu'un, ma fille, même de celui que tu aimes, garde toujours un peu de toi-même à l'abri. » Elle rassembla les documents sans un mot, les glissa dans l'enveloppe, et alla se coucher seule dans la chambre d'amis, laissant Vincent devant la télévision. Une décision silencieuse mais définitive en train de germer en elle, celle de ne plus jamais se sentir aussi démunie financièrement, aussi dépendante d'un homme qui n'avait jamais eu l'intention de construire quoi que ce soit avec elle, seulement à côté d'elle. Elle s'endormit tard, épuisée par cette journée, et fut réveillée en sursaut peu avant l'aube par la sonnerie stridente de son téléphone posé sur la table de nuit, le nom de sa mère s'affichant sur l'écran à une heure si inhabituelle que son cœur se serra avant même qu'elle ne décroche. « Léa, » dit Monique d'une voix brisée par les larmes et l'épuisement, « il faut que tu viennes tout de suite, c'est ton père. Il a eu un malaise cette nuit. On est à l'hôpital. » Léa enfila un manteau par-dessus son pyjama et sortit en courant sans même réveiller Vincent, élant un taxi dans la rue encore sombre, le cœur battant si fort qu'elle avait l'impression que le chauffeur devait l'entendre depuis son siège, et tout le trajet lui parut interminable. Chaque feu rouge une torture supplémentaire, chaque kilomètre restant une éternité, tandis qu'elle serrait son téléphone entre ses mains, comme si ce geste pouvait rapprocher l'instant où elle reverrait son père. À l'hôpital, les portes automatiques du service des urgences s'ouvrirent sur cette lumière blanche et crue qu'elle détestait depuis toujours, cette odeur d'antiseptique mêlée à quelque chose de plus âcre, de plus organique, qui s'infiltrait jusque dans les cheveux et les vêtements, et elle repéra sa mère assise sur une chaise en plastique du couloir, seule, minuscule, les mains crispées sur son sac à main comme sur une bouée. « Maman !» dit Léa en se précipitant vers elle, s'agenouillant devant la chaise pour prendre ses mains froides dans les siennes. « Comment il va ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» « Une crise cardiaque, »
Une petite, dirent les médecins. Une alerte, murmura Monique, ses yeux rougis fixant un point invisible sur le mur d'en face. Mais on ne sait pas encore vraiment, ils l'ont emmenée faire des examens il y a 1 heure. Elles attendirent ensemble sur ces chaises inconfortables, dans ce couloir traversé régulièrement par des infirmières pressées et des chariots grinçants, et ce fut dans cette attente suspendue, dépouillée de toute urgence sociale, que Monique se mit enfin à parler, doucement d'abord, puis avec une sincérité que Léa ne lui avait jamais connue. « Tu sais, ma fille, ton père et moi, on n'a pas toujours eu une vie facile ensemble, » dit-elle, les yeux toujours rivés sur le mur, comme si elle avait besoin de ne pas croiser le regard de Léa pour continuer. « Il y a eu des années, quand tu étais petite, où les choses étaient dures entre nous, où je me taisais pour ne pas aggraver les choses, où j'ai appris à avaler beaucoup de mots que j'aurais dû dire tout haut. »« Maman, je ne savais pas, » murmura Léa, serrant plus fort les mains de sa mère. « On ne te disait rien, on voulait te protéger, » continua Monique, sa voix tremblant légèrement. « Et hier soir, en rentrant, j'ai eu si peur, Léa, si peur que tu répètes sans le savoir ce silence que j'ai gardé pendant 20 ans, que tu apprennes toi aussi à baisser la tête devant un homme qui te méprise, sans même s'en rendre compte. » Léa sentit les larmes lui monter aux yeux. Non pas seulement pour son père hospitalisé quelque part derrière ses portes battantes, mais pour cette mère qu'elle découvrait soudain sous un jour nouveau, cette femme qui avait porté seule, pendant des décennies, un poids qu'elle n'avait jamais partagé avec personne, pas même avec sa propre fille. « Tu n'as pas à avoir peur pour moi, maman, je ne suis pas toi, » dit-elle. Mais en prononçant ces mots, elle se demanda confusément si c'était encore tout à fait vrai. Vincent arriva presque 1 heure plus tard, le pas pressé, mais le visage plus agacé qu'inquiet, jetant à peine un regard à Monique avant de s'adresser directement à Léa. « Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Il va s'en sortir » demanda-t-il sans même s'asseoir, consultant déjà sa montre d'un geste presque machinal. « On attend encore les résultats, Vincent, » répondit Léa, agacée par cette hâte qu'elle sentait sourdre de lui. « Écoute, je dois être au bureau dans 2 heures pour la réunion avec les investisseurs. Tu peux rester ici, mais moi il faut vraiment que je rentre me préparer, » dit-il. Et Léa le regarda incrédule, incapable pendant un instant de trouver les mots pour répondre à une telle indifférence. « Tu peux partir, Vincent. Vraiment. »« Pars !» dit-elle enfin, d'une voix étrangement calme, et il ne perçut même pas l'ironie glaciale de cette réponse, hochant la tête avec soulagement avant de s'éclipser presque aussitôt, la laissant seule avec sa mère dans ce couloir toujours aussi blanc, toujours aussi silencieux. Le médecin sortit enfin, un homme d'une 50aine d'années au visage fatigué mais bienveillant, et les invita toutes deux dans une petite salle attenante pour leur exposer la situation avec des mots simples, sans jargon inutile. Bernard avait effectivement subi un infarctus léger, son état était stable, il resterait en observation quelques jours par précaution, mais il devrait désormais surveiller son cœur de près. « Le stress a certainement joué un rôle dans cet épisode, » ajouta le médecin en refermant son dossier, observant Léa et Monique avec une attention particulière. « Mais si vous me permettez, madame, le vrai danger, dans ces cas-là, n'est pas toujours seulement cardiaque. » Bernard rentra chez lui 3 jours plus tard, affaibli mais stable, et Léa passa cette semaine à faire des allers-retours entre son propre appartement et celui de ses parents, portant des médicaments, préparant des repas légers, s'efforçant de compenser par sa présence tout ce que Vincent n'avait pas su offrir. Elle rentra le vendredi soir, épuisée, les jambes lourdes après une nouvelle journée passée entre son travail et les visites, espérant simplement s'effondrer sur le canapé, mais elle trouva l'appartement transformé, la table du salon dressée avec un soin inhabituel, des bouteilles de vin alignées sur le buffet, et Vincent s'affairant avec une nervosité qu'elle ne lui connaissait pas. « Ah, tu es là, parfait !» dit-il en la voyant entrer, à peine un regard pour elle. « J'ai invité Marchetti et sa femme, plus 2 collègues du service commercial. On reçoit dans 1 heure, Sandrine vient aussi nous aider à recevoir. »« Vincent, tu aurais pu me prévenir. Je sors d'1 semaine harassante, mon père sort à peine de l'hôpital, » dit-elle, sentant la fatigue se transformer instantanément en une tension sourde. « Justement, tu as besoin de te changer les idées, » répondit-il, balayant sa remarque d'un geste de la main, comme si la fatigue de Léa n'était qu'un détail négligeable face à l'importance de sa soirée professionnelle. Elle n'eut pas le temps de protester davantage que la sonnette retentit déjà, et la soirée s'engagea.
Léa s'efforçant de sourire, de servir, de tenir une conversation polie avec des inconnus, tandis que l'épuisement lui vrillait les tempes. Sandrine, arrivée peu après, s'installa naturellement au centre de l'attention, multipliant les anecdotes flatteuses sur Vincent, son ambition, sa réussite fulgurante, et Léa remarqua que chaque fois qu'on lui posait une question sur son propre travail d'éducatrice en crèche, Vincent s'empressait de détourner la conversation, comme gêné par le sujet. « Et toi, Léa, tu fais toujours de la garde d'enfants » demanda Marchetti, un homme corpulent au sourire un peu trop large, sans malice apparente. « Je suis éducatrice de jeunes enfants, oui, » répondit-elle. Mais avant qu'elle ne puisse développer, Vincent l'interrompit avec un petit rire forcé. « Disons que Léa n'a jamais eu de grandes ambitions professionnelles. Elle préfère les choses simples. Ça lui va très bien comme ça, » lança-t-il, provoquant un silence gêné autour de la table, et Léa sentit son visage s'échauffer sous l'humiliation. « Ça demande beaucoup de patience, votre métier, » tenta de rattraper la femme de Marchetti, mais Sandrine, un verre de vin à la main, ne put s'empêcher d'ajouter sa pierre. Il faut dire que Léa vient d'un milieu où on ne poussait pas beaucoup les enfants à viser haut, n'est-ce pas, Léa? Ses parents, franchement, ce sont des gens adorables. Mais bon, chacun son monde, susurra-t-elle avec ce sourire mielleux qui précédait toujours ses pires remarques. Un des collègues de Vincent, un jeune homme silencieux jusque-là, échangea un regard visiblement mal à l'aise avec sa compagne, et se leva prétextant un appel urgent à passer, quittant la pièce quelques minutes, tandis que Marchetti lui-même fronçait les sourcils, sentant confusément que la soirée basculait vers quelque chose de déplaisant. « Sandrine, ça suffit » dit Léa d'une voix posée mais ferme, reposant son verre sur la table avec un geste net. « Oh, ne le prends pas mal, ma chérie, c'est juste la vérité » renchérit Sandrine, et Vincent, loin de calmer sa sœur, esquissa un sourire amusé, comme si toute cette scène le divertissait plutôt qu'elle ne le gênait. Léa sentit alors quelque chose céder en elle, une digue retenue depuis des mois, depuis des années peut-être, et elle se leva lentement, posant ses mains à plat sur la table, son regard balayant les visages gênés autour d'elle avant de se fixer sur Vincent. « Tu sais quoi, Vincent, j'en ai assez. Assez de tes mépris, assez de tes silences complices, assez de faire semblant que tout va bien, alors que tu humilies ma famille depuis le premier jour, » dit-elle d'une voix qui ne tremblait plus, qui portait dans le silence soudain de la pièce, avec une clarté presque effrayante. « Léa, tu ne vas pas faire une scène devant tout le monde » siffla-t-il entre ses dents, son sourire s'effaçant d'un coup, ses yeux lançant des éclairs d'avertissement qu'elle choisit, pour la première fois, d'ignorer complètement. « Je veux le divorce, Vincent, » dit-elle simplement, et ces 4 mots tombèrent dans la pièce comme une pierre dans une eau stagnante, provoquant des remous que rien ne pourrait plus arrêter. Marchetti détournant les yeux avec gêne, sa femme portant une main à sa bouche, et même Sandrine, pour une fois, restant sans voix. Vincent se leva à son tour, blême, la mâchoire serrée, cherchant visiblement à reprendre le contrôle d'une situation qui venait de lui échapper devant précisément les personnes dont l'opinion comptait le plus pour lui, son image professionnelle s'effritant en une poignée de secondes sous les yeux de ses propres collègues. « Tu n'auras rien, Léa, absolument rien, tu m'entends ?» dit-il d'une voix basse mais tranchante, se penchant vers elle tandis que les invités, gênés, commençaient déjà à rassembler discrètement leurs affaires, cette soirée qui devait asseoir sa réussite venant de se transformer, sous ses yeux impuissants, en le témoignage public de tout ce qu'il refusait de voir en lui-même. Léa fit sa valise le lendemain matin, dans un silence que Vincent, enfermé dans un mutisme rageur depuis la veille, ne rompit à aucun moment, se contentant de l'observer depuis le seuil de la chambre, avec une expression qu'elle ne chercha même pas à déchiffrer, trop occupée à plier méthodiquement ses vêtements, ses livres, les quelques objets qui lui appartenaient vraiment dans cet appartement où elle avait fini par se sentir étrangère. Elle appela un taxi et se fit conduire chez ses parents, où Bernard, encore affaibli mais debout, l'accueillit sur le pas de la porte avec une surprise mêlée d'inquiétude en voyant la valise. « Tu peux rester ici le temps qu'il te faudra, ma fille. Ta chambre n'a jamais vraiment changé, » dit-il simplement, prenant la valise des mains de Léa malgré les protestations de sa fille qui craignait pour son cœur fragile. L'appartement de ses parents, modeste, aux meubles usés mais toujours impeccablement entretenus, l'enveloppa d'une chaleur qu'elle avait presque oubliée, et en découvrant sa chambre d'adolescente, encore décorée des mêmes rideaux à fleurs, du même lit étroit sous la fenêtre, Léa sentit une émotion inattendue lui serrer la gorge,
un sentiment de retour, de sécurité retrouvée qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Monique s'affaira aussitôt autour d'elle, préparant du thé, arrangeant les oreillers, avec ses gestes simples et répétés qui disaient tout l'amour qu'elle ne savait pas toujours formuler avec des mots, et Léa, assise sur son lit d'enfant, comprit soudain que cette pauvreté que Vincent avait méprisée avec tant de dédain n'avait jamais été un manque, mais au contraire une richesse d'une toute autre nature, faite de gestes, de présence, de fidélité silencieuse. Les jours suivants, Bernard entama sa rééducation cardiaque dans un centre de kinésithérapie proche de chez eux, et Léa l'y accompagna à chaque séance, s'installant dans la salle d'attente pendant qu'il travaillait avec application à retrouver des forces, encouragé par un kinésithérapeute d'une trentaine d'années. Simon, dont la patience et la gentillesse envers son père ne tardèrent pas à attirer l'attention de Léa. Un après-midi, alors qu'elle attendait la fin de la séance, Simon vint s'asseoir un instant à côté d'elle dans la salle d'attente, une bouteille d'eau à la main, et engagea la conversation avec une simplicité désarmante. « Votre père progresse vraiment bien, il est plus courageux que beaucoup de patients 2 fois plus jeunes que lui. » dit-il avec un sourire sincère, et Léa sentit, pour la première fois depuis des semaines, une chaleur légère et inattendue traverser sa poitrine. « Il a toujours été comme ça, têtu et courageux, même quand la vie ne lui a pas fait de cadeau, » répondit-elle, surprise elle-même de la facilité avec laquelle les mots venaient. Quelques jours plus tard, alors qu'elle transportait depuis l'ancien appartement les derniers cartons contenant ses affaires personnelles, sous une chaleur écrasante de fin de printemps, elle croisa de nouveau Simon dans le hall de l'immeuble de ses parents, où il habitait apparemment lui aussi, 2 étages plus bas, une coïncidence qu'elle découvrit avec un étonnement amusé. Il l'aida spontanément à porter les cartons les plus lourds, sans qu'elle ait eu besoin de le demander, et tandis qu'ils montaient ensemble les escaliers, il évoqua, sans dramatisation excessive, son propre divorce survenu 3 ans plus tôt, la difficulté de reconstruire une confiance ébranlée, mais aussi la paix qu'il avait fini par retrouver de l'autre côté de cette épreuve. On croit toujours qu'on ne s'en relèvera jamais, et puis un jour, sans qu'on s'y attende, on se surprend à sourire de nouveau, dit-il simplement, posant le dernier carton dans l'entrée de l'appartement de Monique et Bernard, sans chercher à en dire davantage, sans la moindre insistance déplacée. Léa le remercia, troublée par cette sincérité tranquille, si différente du mépris silencieux qu'elle avait fini par considérer comme normal pendant son mariage, et en refermant la porte derrière lui, elle songea que la pauvreté de ses parents, celle-là même que Vincent avait ridiculisée devant tout un immeuble, avait toujours contenu une dignité que l'argent seul n'achèterait jamais. Elle apprit, par une amie commune restée en contact, que plusieurs invités présents lors de cette soirée désastreuse avaient depuis pris leur distance avec Vincent, gênés par la scène à laquelle ils avaient assisté, et que Marchetti lui-même évitait désormais de le mentionner comme partenaire de confiance. Son téléphone sonna ce soir-là, un numéro qu'elle ne connaissait pas, et une voix féminine, sèche et professionnelle, se présenta comme l'avocate mandatée par Vincent pour la procédure de séparation. « Maître Vincent souhaite que je vous informe qu'il contestera la répartition de l'ensemble des biens communs, y compris les meubles et objets personnels acquis durant le mariage, » annonça-t-elle d'un ton neutre, et Léa comprit, en raccrochant, que cette bataille ne visait pas réellement l'argent, mais uniquement à prolonger son humiliation le plus longtemps possible. Vincent demanda à la revoir en personne, prétextant vouloir régler les choses en adulte, sans avocat qui complique tout. Et Léa accepta, non par espoir de réconciliation, mais parce qu'elle sentait qu'affronter une dernière fois cet homme face à face, sans témoin, sans public à impressionner, lui permettrait peut-être de refermer enfin cette page. Ils se retrouvèrent dans un café neutre du centre-ville, et Vincent, en la voyant arriver, esquissa ce sourire qu'elle avait autrefois trouvé charmant et qui ne lui inspirait plus désormais qu'une froide indifférence. « Tu as une mine superbe, » dit-il en guise d'ouverture, comme si les dernières semaines n'avaient été qu'un simple malentendu entre eux, et Léa, en s'asseyant, remarqua combien cette remarque, autrefois, l'aurait flattée, alors qu'aujourd'hui elle ne lui procurait rien qu'un vague agacement. « Vincent, qu'est-ce que tu voulais me dire vraiment ?» demanda-t-elle directement, refusant de se prêter au jeu des politesses convenues. « Je pense qu'on peut éviter tout ce cirque juridique, » dit-il en se penchant vers elle, les mains jointes sur la table. « Je te propose une somme correcte, tu signes rapidement, et on n'a plus jamais besoin de se reparler de cette histoire, ni de cette soirée chez Marchetti, ni du reste. » Léa comprit immédiatement ce qu'il cherchait réellement, non pas la paix, mais le silence,
La certitude qu'elle ne raconterait à personne, dans son cercle professionnel de plus en plus méfiant à son égard, la scène de cette soirée où il avait perdu la face devant ses propres collègues. « Tu ne veux pas éviter un cirque juridique, Vincent. Tu veux acheter mon silence ?» dit-elle calmement, sans la moindre trace de colère dans la voix. Et elle vit une ombre passer sur son visage, cette gêne fugace qu'il ne savait jamais vraiment dissimuler. « Ne dramatise pas encore, » articula-t-il agacé, mais sa main, posée sur la table, se crispa légèrement, trahissant une nervosité qu'il aurait voulu cacher. « Je ne veux pas de ton argent, Vincent. Je veux juste que tu comprennes, une bonne fois, que mes parents ne sont pas des vieux pauvres et sans classe, comme tu l'as dit ce soir-là devant tout le monde. Ils m'ont donné plus de dignité en une vie entière que toi en 8 mois de mariage, dit-elle, sa voix ferme, presque douce, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Vincent resta sans réponse, incapable de trouver la moquerie ou l'ironie habituelle pour masquer son trouble. Elle se leva, laissant un billet sur la table pour son café, et sortit sans se retourner, sentant en marchant dans la rue un apaisement inattendu l'envahir, comme si prononcer enfin ces mots avait desserré un nœud ancien logé quelque part entre ses côtes. Ce soir-là, Simon l'invita à une simple promenade le long du canal proche de chez eux, sous un ciel encore clair malgré l'heure tardive, et ils marchèrent longuement en silence avant qu'il n'aborde, avec une prudence touchante, la question qui semblait le préoccuper depuis leur rencontre. « Je ne veux rien précipiter, Léa. Je sais ce que c'est de sortir d'un mariage qui vous a fait douter de tout, » dit-il en s'arrêtant près d'un banc, ses mains enfoncées dans les poches de sa veste. « Mais j'aimerais qu'on continue à se voir, doucement, sans pression, juste pour voir où cela nous mène. »« J'ai peur, Simon, » avoua-t-elle avec une franchise qui la surprit elle-même. « Peur de refaire confiance, peur de me tromper encore sur quelqu'un. On a tous les deux cette peur, je crois. »« Mais on n'est pas obligé de la laisser décider pour nous, » répondit-il simplement, sans insister davantage, et ce respect tranquille de ses hésitations toucha Léa plus profondément que n'importe quelle déclaration enflammée n'aurait pu le faire. Ils s'assirent sur le banc, regardant l'eau sombre du canal refléter les lumières de la ville, et Léa réalisa, dans ce silence partagé, que sa véritable perte, durant ces 8 mois de mariage, n'avait jamais été financière ni matérielle, mais bien ce temps passé à se sentir constamment insuffisante, jamais assez raffinée, jamais assez digne d'un homme qui, en réalité, n'avait jamais mérité la moindre parcelle d'elle-même. En rentrant chez ses parents ce soir-là, elle trouva Monique encore éveillée dans la cuisine, occupée à préparer le repas du lendemain, et sa mère leva les yeux vers elle avec ce sourire discret qu'elle réservait aux moments importants. « Sandrine a appelé tout à l'heure, » dit Monique en essuyant ses mains sur son tablier. « Elle voulait te parler. Elle a dit que c'était important, qu'elle voulait arranger les choses entre vous. » Léa fronça les sourcils, une méfiance immédiate remplaçant l'apaisement qu'elle venait tout juste de retrouver, car elle connaissait suffisamment Sandrine pour savoir que cette femme n'avait jamais rien fait sans intérêt personnel, et elle se demanda, en montant se coucher, quelle nouvelle manœuvre se cachait derrière cette soudaine volonté de réconciliation. Sandrine se présenta le lendemain après-midi chez Monique et Bernard, sans prévenir, vêtue avec cette élégance étudiée qui contrastait violemment avec la simplicité du salon où Léa la fit entrer à contre-cœur, refusant de lui offrir plus qu'un café tiède qu'elle posa sur la table basse, sans un mot de courtoisie superflu. Sandrine s'assit du bout des fesses sur le canapé usé, jetant un regard rapide et légèrement dédaigneux autour d'elle, avant de reporter son attention sur Léa, avec un sourire qui se voulait chaleureux, mais qui sonnait profondément faux. « Léa, je suis venue parce que je pense qu'on peut dépasser tout ça, entre femmes, » dit-elle en croisant les jambes, sa voix mielleuse masquant mal une tension sous-jacente. « Vincent traverse une période difficile en ce moment, tu sais, avec ce projet d'appartement qui capote, la banque qui se rétracte sur le prêt, tout s'effondre en même temps pour lui. Je suis désolée de l'apprendre, Sandrine, mais je ne vois pas en quoi ça me concerne encore, » répondit Léa d'un ton neutre, refusant de se laisser attendrir par une compassion qu'elle sentait entièrement calculée. « Justement, j'aimerais te demander un service, » reprit Sandrine en se penchant légèrement vers elle. « Si jamais on te pose des questions, dans notre entourage sur ce qui s'est passé chez Marchetti, j'aimerais que tu dises simplement qu'il y a eu un malentendu, une dispute de couple comme il y en a tant, rien de plus. Pour préserver l'image de la famille, tu comprends. » Léa laissa échapper un rire bref, sans joie,
mesurant enfin toute l'hypocrisie de cette démarche qui ne visait en rien une réconciliation sincère, mais uniquement à limiter les dégâts sociaux et financiers que Vincent subissait déjà. « Tu veux que je mente pour protéger la réputation de ton frère, celui-là même qui a traité mes parents de vieux pauvres et sans classe devant témoins ?» dit-elle calmement, sans hausser le ton, mais avec une fermeté qui sembla surprendre Sandrine. « Ce ne sont que des mots, Léa. Les gens exagèrent tellement les choses, » tenta Sandrine. Mais sa voix avait perdu de son assurance initiale. « Non, Sandrine. Je ne dirai rien, ni pour arranger les choses, ni pour les envenimer davantage. Je n'ai plus besoin de mentir pour que qui que ce soit se sente mieux à mes dépens, » répondit Léa en se levant, signifiant clairement que la conversation touchait à sa fin, et Sandrine, comprenant qu'elle n'obtiendrait rien, quitta l'appartement avec une raideur presque comique, son élégance soudain dérisoire face à la dignité tranquille que Léa venait d'afficher. Une fois seule, Léa ressentit un calme profond, presque inattendu, la certitude d'avoir agi selon ses propres valeurs, et non selon la peur ou la culpabilité qu'on avait toujours essayé de lui inculquer. Elle sortit dans le petit jardin derrière l'immeuble de ses parents, où Bernard, malgré sa convalescence, s'entêtait chaque jour à entretenir quelques rangées de tomates et de fleurs, et elle s'agenouilla à ses côtés, plongeant les mains dans la terre encore fraîche du matin, retrouvant dans ce geste simple une paix qu'elle n'avait plus ressentie depuis des mois. « Tu sais, ma fille, la terre ne ment jamais, » dit Bernard en souriant, arrachant délicatement une mauvaise herbe. « Elle donne exactement ce qu'on lui apporte, ni plus ni moins, pas de faux semblants, pas de grandes phrases. »« J'aimerais que la vie soit aussi simple, papa, » répondit Léa en riant doucement. Mais elle sentait, en disant cela, qu'elle avançait justement vers cette simplicité retrouvée. Les jours suivants confirmèrent la chute sociale et professionnelle de Vincent, dont plusieurs partenaires commerciaux, mis au courant par les rumeurs circulant depuis la soirée chez Marchetti, choisirent discrètement de rompre leur collaboration, préférant ne pas associer leur image à un homme dont le comportement méprisant était désormais de notoriété publique dans leur milieu. Léa apprit cette nouvelle sans joie mauvaise, simplement avec la conscience calme que les actes finissaient toujours par produire leurs propres conséquences, sans qu'elle ait eu besoin d'intervenir elle-même. Ce soir-là, Simon l'appela, une note d'enthousiasme contenue dans la voix, pour l'inviter à l'accompagner la semaine suivante, à l'inauguration du nouveau cabinet de kinésithérapie où il venait d'être promu associé, un événement important pour lui qu'il souhaitait partager avec elle. Léa accepta avec un sourire sincère, avant de consulter par réflexe le calendrier affiché dans la cuisine de sa mère, et son sourire s'effaça aussitôt en découvrant que cette même date correspondait exactement à celle fixée pour l'audience finale prononçant son divorce. Le matin de l'audience, Léa se réveilla avant le lever du soleil, dans sa chambre d'enfant aux rideaux à fleurs, et resta un long moment allongée dans le silence, écoutant les bruits familiers de l'appartement, les pas feutrés de Monique dans la cuisine, le grincement discret de la porte du jardin que Bernard ouvrait déjà pour saluer ses tomates avant la chaleur du jour. Elle s'habilla simplement, sans chercher à impressionner qui que ce soit, choisissant une robe sobre qu'elle aimait. Non pour Vincent, non pour un tribunal, mais pour elle-même, pour cette femme qu'elle avait mis des mois à retrouver sous les décombres d'un mariage qui n'en avait jamais vraiment été un. La salle d'audience était froide, baignée d'une lumière blanche tombant des hautes fenêtres, et Léa s'assit sur le banc de bois dur, sentant contre sa peau cette froideur presque apaisante, comme si le lieu lui-même refusait toute emphase, tout mélodrame, ne laissant place qu'à l'essentiel. Vincent se tenait de l'autre côté de l'allée, amaigri, le visage marqué par des semaines de revers professionnels, et lorsque leurs regards se croisèrent brièvement, elle n'y lut ni haine ni triomphe de sa part, seulement une lassitude tranquille, celle d'une page que l'on tourne enfin sans déchirer le livre entier. La procédure fut brève, presque silencieuse, quelques mots échangés entre les avocats, une signature au bas d'un document, et Léa sentit, en reposant le stylo, un poids invisible se soulever de ses épaules, un soulagement purement physique, presque tangible, comme si son corps tout entier respirait enfin après des mois d'apnée. Elle sortit du tribunal sans se retourner, et l'air tiède de la rue, après la froideur artificielle de la salle, lui parut d'une douceur inespérée, le soleil de fin de matinée caressant son visage, tandis qu'elle marchait lentement vers l'arrêt de bus, savourant cette liberté nouvelle sans se presser vers nulle part. Chez ses parents, un déjeuner simple l'attendait, la table dressée dans le petit jardin sous le vieux tilleul, et en s'approchant,
Léa vit Monique sortir du four une tarte aux pommes, la même recette exactement, l'odeur de cannelle s'élevant dans l'air chaud, comme un écho volontaire de cette soirée où tout avait basculé des mois plus tôt, sauf que cette fois, la pâtisserie fut posée sur la table sans trembler, sans crainte, savourée lentement par toute la famille réunie sous les feuilles, bruissante. « Tu te souviens de la dernière fois ?» murmura Monique en coupant une part pour sa fille, un sourire discret aux lèvres. « Je m'en souviendrai toute ma vie, maman, mais plus jamais avec la même douleur, » répondit Léa, prenant la main de sa mère un instant, sentant entre elles ce lien que rien ni personne n'avait finalement réussi à briser. Bernard, assis en bout de table, leva son verre d'eau avec une solennité tranquille, ses yeux brillants d'une émotion qu'il ne chercha pas à cacher. « Ta mère et moi, on n'a jamais eu grand-chose à offrir, ma fille, ni l'argent, ni les grandes manières, mais on t'a toujours donné ce qu'on avait de plus vrai, » dit-il, sa voix légèrement enrouée. « Et aujourd'hui, en te voyant ici, debout, entière, je comprends que ça a toujours suffi. » Simon arriva un peu plus tard, portant modestement un bouquet de fleurs des champs plutôt qu'un présent ostentatoire, et Monique l'accueillit avec une chaleur naturelle, comme s'il avait toujours eu sa place à cette table, sans cérémonie, sans jugement, simplement acquis dans le cercle silencieux mais solide de cette famille. Il s'assit à côté de Léa, sa main frôlant discrètement la sienne sous la table, et ce contact léger, sans urgence ni promesse prononcée à voix haute, lui parut porter davantage de vérité que tous les serments que Vincent avait jadis multipliés sans jamais les tenir. L'après-midi s'écoula lentement, ponctué de rires simples, du bourdonnement des abeilles autour des rosiers de Bernard, et Léa, observant sa mère et son père partager un vieux souvenir en riant doucement, comprit enfin ce qu'elle porterait désormais comme certitude inébranlable. La véritable classe, la seule qui compte, ne se mesure jamais au compte en banque ni au nom de famille gravé sur des actes notariés, mais à la constance d'un amour qui reste, qui soigne, qui pardonne sans jamais s'excuser d'exister. Ce que Vincent avait méprisé ce soir-là sur le pas de la porte, cette pauvreté digne de ses parents, s'était révélé être, au fil des mois, la richesse la plus solide qu'elle possédait, celle qu'il avait relevée quand tout semblait perdu, celle qui continuerait de la porter bien au-delà de cette journée. Le soleil commença à décliner doucement derrière les arbres du jardin, teintant le ciel de nuances orangées. Et Léa, assise entre ses parents et Simon, sentit pour la première fois depuis des années une paix totale, sans urgence de nommer ce qui l'attendait, sans besoin de graver des promesses dans le marbre, simplement la certitude tranquille d'être enfin vue, respectée, aimée pour ce qu'elle était vraiment. Elle ferma les yeux un instant, laissant la brise tiède caresser son visage, et sut avec une clarté nouvelle que quoi qu'il advienne désormais, plus jamais personne ne pourrait lui voler cette dignité qu'elle avait mis si cher à reconquérir. Et c'est ainsi que Léa referma, ce jour-là dans le jardin de ses parents, le chapitre le plus douloureux de sa vie, pour en ouvrir un autre, bâti non plus sur l'apparence ou le mépris, mais sur la dignité tranquille qu'elle avait mis tant de mois à reconquérir. Elle avait appris, à ses dépens, que la vraie richesse ne se mesure jamais au compte en banque, ni aux grandes manières, mais à la constance d'un amour qui reste, qui soigne, qui ne juge jamais. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. À très bientôt pour un nouveau récit.